Bonjour à tous, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur le financement de la santé et le droit. Pour rappel, c'est une série que nous menons conjointement GFF, Banque mondiale et OMS, et c'est une série qui porte sur le financement de la santé pour les soins de santé primaires, de la théorie à la pratique. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons un partenariat exceptionnel avec l'Union interparlementaire. Et donc, nous allons avoir un petit mot d'introduction par Madame Karine Jabre, qui est la directrice des programmes à l'Union interparlementaire. C'est un grand plaisir pour moi que de vous adresser aujourd'hui ce message. Au nom de l'Union interparlementaire, l'Organisation mondiale des parlements, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le rôle du droit pour le financement de la couverture sanitaire universelle. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires de l'Organisation mondiale de la santé et du mécanisme de financement mondial de la Banque mondiale pour l'excellente collaboration dans l'organisation de cet événement. En 2019, les parlements membres de l'Union interparlementaire ont adopté une résolution historique sur la couverture sanitaire universelle. Cette résolution, qui est la première résolution parlementaire mondiale à ce sujet, fournit une feuille de route et un cadre d'action pour les parlements. Mais bien évidemment, la couverture sanitaire universelle peut être mise en œuvre au moyen de différents modèles et il se doit à chaque pays de trouver l'approche la plus adaptée à sa population et à ses ressources. L'Union interparlementaire accorde une attention particulière aux obstacles à l'accès aux soins de santé et aux difficultés que doivent affronter les groupes vulnérables et marginalisés. Nous savons que la pandémie du Covid-19 et les crises planétaires telles que le changement climatique posent bon nombre de défis à la mise en œuvre de la CSU. Nous devons donc doubler nos efforts pour que les grands principes en matière d'équité soient appliqués. La législation joue un rôle fondamental à cet égard. J'espère donc que ce webinaire pourra favoriser le dialogue et renforcer la collaboration entre les parlements et les autres parties prenantes concernées dans le développement et la mise en œuvre de lois sur la CSU. L'action de l'Union interparlementaire repose sur un principe fondamental. Nous croyons fermement que des parlements forts et efficaces ont le pouvoir et le devoir de préserver les droits fondamentaux et parvenir au développement durable. Avec cet objectif en tête, nous mettons en œuvre des projets de sensibilisation et de soutien pour accompagner les parlements dans leur action. À titre d'exemple, un atelier de renforcement des capacités sur la CSU a été organisé en 2022 avec l'Assemblée nationale du Bénin et je me réjouis que l'expérience de ce pays soit mise en avant dans les discussions d'aujourd'hui. Nous mettons aussi à disposition des parlements différents outils. Je souhaite notamment porter à votre attention des nouvelles lignes directrices publiées par l'Union interparlementaire la semaine passée, visant à harmoniser les cadres législatifs nationaux avec les objectifs de développement durable dont la CSU fait partie. Nous avons l'opportunité aujourd'hui et la responsabilité d'œuvrer pour la réalisation du droit à la santé. J'appelle donc de mes vœux des débats ouverts et constructifs qui, nous l'espérons, mèneront à l'action. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à l'Union interparlementaire d'être avec nous. C'est un vrai plaisir et c'est une force. On écoutera dans notre panel aujourd'hui deux parlementaires. Enfin, nous espérons qu'il y a des parlementaires dans la salle et qui pourront participer et contribuer lors des débats. Un petit mot peut-être sur les différents intervenants. Alors, je vais, juste après cette intervention, nous aurons un petit sondage et puis je ferai une petite liaison avec les deux webinaires derniers qui sont pertinents pour cette thématique. Puis, nous donnerons la parole à ma collègue Joëlle Auer. Joëlle Auer est avocate, elle travaille avec moi au siège de l'OMS. Ensuite, nous aurons un panel avec quatre intervenants. Nous sommes très fiers de ce panel qui vont apporter des voix de différents pays africains avec des perspectives complémentaires. Donc nous avons deux parlementaires. Nous avons Monsieur Natonde qui a été ancien ministre aussi, qui est aussi ancien ministre au Bénin, Natonde Ake, et donc qui est aujourd'hui chef de groupe à l'Assemblée nationale du Bénin. Nous aurons aussi, et on espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre, Madame Myriam Dossou d'Almeida, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale du Togo, qui a aussi été ministre et qui a aussi été directrice au niveau de l'assurance santé au Togo.
Nous aurons ensuite deux juristes avec nous. Nous aurons Maître Henri Kamvunze de la RDC, qui est aussi coordinateur technique au niveau de la POMUCO, qui est une plateforme de la société civile congolaise engagée dans la promotion des mutuelles de santé. Et nous aurons le professeur Mamadou Selili, donc de l'université de Bambey, Sénégal, mais qui a aussi été haut cadre au niveau des agences CMU au Sénégal et qui est aussi titulaire d'un doctorat en santé publique. Et nous aurons ensuite, ce panel sera sollicité sur différentes problématiques. Nous aurons l'occasion aussi d'intervenir avec vous, l'audience. Vous nous poserez des questions par voie en ligne ou en prenant la parole, comme Valérie nous l'a expliqué. Et nous terminerons ce webinaire avec une synthèse par Driss Zinedine El Idrissi, donc mon ami Driss qui est aujourd'hui directeur pour la région Afrique sur les enjeux de santé, nutrition et population au niveau de la région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Merci Driss d'être avec nous. Voilà. Alors nous avons eu un webinaire le 16 décembre qui portait sur le financement de la santé et c'était comment utiliser au mieux l'outil juridique. Donc nous avons eu plusieurs interventions. On a essayé de comprendre qu'est-ce que le droit. C'était bon d'avoir un petit rappel pour nous tous. Nous avons vu comment le droit rentre en intersection, en interaction avec les enjeux du financement. Et nous avons eu aussi une introduction sur l'usage des instruments du droit. Et donc, j'ai repris une dia de chacun des intervenants. Donc, cette dia, je l'ai reprise dans la présentation de Joël, avec cette pyramide des instruments juridiques. Vous voyez qu'il y a la Constitution tout en haut, et puis en bas, nous avons les textes réglementaires, avec au sommet de la stabilité, la force de la Constitution, et du détail, plus on va vers le bas. Voilà. Et sur la droite, vous avez quelques éléments importants de la valeur ajoutée du droit. Ensuite, je reprends une dia de Célie, où Célie avait essayé de désinvisibiliser le droit et de montrer à nous, les experts du financement de la santé, en quoi le droit est important. Et il nous avait montré qu'on retrouve du droit à chaque fonction du système du financement de la santé, que ce soit dans la mobilisation des ressources, la mise en commun des ressources, l'achat ou les garanties, les droits qu'on offre aux citoyens. Donc, on peut passer à la dernière dia. Et ici, c'était une dia de Maître Guy sur la droite et qui avait montré qu'en gros, il ne faut pas nécessairement produire du nouveau droit, il ne faut pas nécessairement produire des nouveaux textes juridiques. On peut exploiter, bien sûr, le droit pour faire des contrats, pour utiliser le droit des sociétés tel qu'il est déjà institutionnalisé et l'exploiter pour créer des nouvelles entreprises. Et donc, on avait vu une application avec le financement basé sur la performance en RDC. Voilà, alors, on a eu ensuite le webinaire de début d'année, le 17 janvier, qui était sur l'analyse de l'économie politique. On a vu les enjeux d'économie politique qui sont les enjeux à l'intersection de l'économie et du politique. Donc, on a eu une présentation par Maria Paola Bertone et donc elle avait mis en exergue l'importance des éléments de contexte et ma collègue Joël va revenir sur les éléments de contexte dans les processus aussi législatifs. Maria avait mentionné également l'enjeu des calendriers temporels, on va revenir sur ces aspects-là. Maria avait insisté sur les acteurs, leur positionnement et les pouvoirs d'influence. Nous allons voir que effectivement les acteurs ne sont pas tous positionnés au même endroit en matière de processus législatif. Et enfin, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, comment utilisons l'analyse d'économie politique de façon stratégique et tactique pour faire progresser le pays vers la CSU. Dia suivante. Et donc aujourd'hui, en fait, on recombine ces deux premiers webinaires. On reprend les domaines du 16 décembre et on reprend les éclairages analytiques du 17 janvier et on met tout ça ensemble. Et donc, on va regarder, alors vous retrouvez la pyramide des instruments juridiques et aujourd'hui, on va se concentrer sur les instruments du droit et des textes réglementaires, les décrets. Et on va surtout regarder les enjeux de processus. Comment optimiser, comment gérer au mieux le processus de production des lois et des décrets. Et donc, l'idée derrière, c'est quoi? On veut que vous, dans l'audience, comme je l'ai dit tout au début, c'est un webinaire pour les praticiens, on aimerait que vous identifiez les points d'entrée pour pouvoir exploiter vos connaissances, pour pouvoir enrichir les processus législatifs dans vos pays. Et donc, on verra les points d'entrée et les marges de manœuvre. Sur ce, je vais en rester là dans mon petit récapitulatif et nous donnons la parole donc à Joël qui va nous faire le cadrage conceptuel du webinaire d'aujourd'hui. À toi, Joël. Merci Bruno.
Bonjour et bienvenue à tous. C'est un plaisir de continuer cette discussion avec vous. Aujourd'hui, nos panélistes vont nous plonger dans les coulisses de la production du droit et la discussion va être vraiment passionnante. Pour nous préparer au mieux à cette discussion, aujourd'hui, dans ces quelques minutes qui suivent, je vais couvrir 3 points. Je vais d'abord préciser ce qu'on entend quand on parle de processus de production du droit. Ensuite, on va regarder un peu comment ça se passe en pratique. Et enfin, on va commencer ensemble à réfléchir aux facteurs qui vont influencer la manière dont ce processus se déroule et aboutit. Allons-y. Donc, notre question de départ est, qu'entend-on aujourd'hui quand on parle de production de droit? Comme on le voit sur ce visuel, dans notre discussion, on va englober dans le terme production de droit 3 phases principales. On commence par la phase législative qui va être conclue avec l'adoption de la loi. On continue avec la phase réglementaire qui mène au développement des décrets. Et on clôt avec la phase d'application et de contrôle qui s'applique aux 2 phases précédentes, donc le contrôle et l'évaluation de la loi et le contrôle et l'évaluation de la phase réglementaire. Quand on parle de production de droit, chacune de ces phases est absolument essentielle. Par exemple, on ne peut pas s'arrêter au terme de la phase législative, car sans décret d'application, les lois ne vont pas être opérationnelles. De même, on ne peut pas s'arrêter à l'issue de la phase réglementaire sans se préoccuper de l'application et du contrôle, parce qu'il faut vraiment investir pour s'assurer que les lois et les décrets remplissent les objectifs dans lesquels ils sont passés. Faire des lois et des décrets n'est pas une fin en soi, c'est une finalité pour occasionner du changement. Ce qu'on peut voir aussi sur ce visuel, en revenant un peu en arrière, c'est qu'il fait intervenir des acteurs très différents. Pour notre discussion aujourd'hui, on les a tentativement organisés entre les acteurs qui sont un peu officiellement désignés comme responsables des différentes phases qu'on voit en orange et ceux qui sont un peu les acteurs de fait dont l'engagement va être plus ou moins institutionnalisé mais qui contribuent beaucoup à la manière dont le processus se déroule. On reviendra sur ce point lors de notre panel, mais je veux déjà souligner qu'on voit que le Parlement est très impliqué dans la phase législative et dans la phase de contrôle. Le gouvernement intervient dans toutes les phases et cette distribution des rôles à travers les différentes phases a ses implications. Gardez-le en mémoire, on entendra de notre collègue du Sénégal un peu plus sur l'implication de cela. Quand on a fait le sondage d'entrée, on a compris, et c'était un peu notre suspicion, qu'on avait beaucoup d'experts du financement dans la salle. Et on a vraiment développé cette diapo pour vous, chers amis experts du financement, pour vraiment illustrer le rôle extrêmement important que vous avez à jouer dans le processus de production juridique. Et on a aussi vu les réponses que beaucoup d'entre vous n'ont jamais été impliqués dans ces processus ou rarement. Et pourtant, on a mis ici quelques exemples qui montrent que vous pouvez vraiment intervenir à toutes les phases de la production du droit et en apportant des contributions diverses. Vous pouvez par exemple contribuer à mettre à l'agenda certaines réformes juridiques avec des études qui documentent les problèmes. Au niveau de l'adoption d'une loi ou d'un décret, vous pouvez intervenir pour communiquer au sujet du contenu de la réforme, mais on peut aussi voir qu'au niveau de l'application, de l'évaluation, vous pouvez aussi faire remonter des observations de terrain sur les manières d'améliorer le travail qui est fait sur le plan juridique. Dans les diapos qu'on vient de couvrir, on a présenté le processus de production du droit comme un processus très linéaire. On a le départ, qui est notre phase législative, on a le milieu, qui est notre phase réglementaire, et on a notre fin, qui est notre phase d'application et de contrôle. Dans un monde idéal, toutes les étapes se suivraient de manière harmonieuse au sein d'une même législature et on aurait des textes de qualité qui sont appliqués et qui font ce qu'ils sont supposés faire. Dans la réalité, on sait que les choses sont beaucoup plus complexes et que ce scénario un peu idéal ne se retrouve pas dans beaucoup de cas. On a essayé de penser à ce qu'on a vu dans les pays sur la manière dont ce processus se décline. On a observé, par exemple, que dans beaucoup de pays, on va avoir le travail d'élaboration de la loi qui arrive relativement rapidement. On va avoir après une très longue période pendant laquelle il ne se passe rien. Et quand je dis très longue, ça peut être parfois 10 ans, parfois même plus. Et on va passer au décret d'application.
On voit aussi dans d'autres pays que notre séquence qu'on a présentée, on a la loi, les décrets d'application et l'application, n'est pas toujours la séquence qui existe. On peut commencer par une loi, puis par des décrets, puis on se rend compte qu'il y a des problèmes, on fait une loi rectificative et ainsi de suite. Donc, une cadence un peu en dents de scie. On a aussi remarqué les situations où on arrive en bout de chaîne, donc on a passé la loi, on a passé les décrets d'application, on arrive au niveau de l'application, et malheureusement, au niveau du contrôle, on se rend compte que tout cet ensemble juridique dans lequel on a investi ne produit pas les résultats escomptés. Ici, on a présenté quelques scénarios. Il en existe bien d'autres, mais on les a mis ici parce qu'il y avait un point important qu'on voulait communiquer, c'est qu'on voit à travers la diversité des scénarios que produire du droit qui fonctionne, et j'insiste bien sur qui fonctionne, n'est ni un exercice qui est simple, ni un exercice qui est rapide. Et pourtant, on ne peut pas simplement renoncer à s'embarquer dans les réformes juridiques nécessaires. On l'a entendu dans le récap de Bruno, avoir les fondations juridiques appropriées pour le financement de la santé est une condition essentielle pour avancer vers la CSU. Ça touche à toutes les fonctions, ça protège et ça garantit les droits. Ce n'est pas une économie qu'on peut faire. La question alors qu'on se pose est bien évidemment de savoir comment on peut avancer sur un parcours qui, on le sait, va être difficile. Comme tout long voyage, on sait que ça va être long. Comme tous les voyages, le secret dépend d'une bonne préparation. Donc, plus on va être bien préparé, plus nos chances de succès vont être augmentées. Et grâce à l'expérience des pays, on a quelques ingrédients de succès qui nous sont révélés et qui montrent que plus on investit dans le fait de s'assurer que ces ingrédients sont là, plus on va augmenter les chances de succès que non seulement la procédure se déroule bien, mais surtout qu'à la fin, on ait du droit qui fonctionne. Donc, quels sont-ils ces fameux ingrédients de succès? Vous l'avez entendu de Bruno, je suis avocate, donc je vais commencer avec un petit biais et parler directement de la qualité juridique. Quand on produit un texte juridique, évidemment, on se préoccupe de la qualité juridique du texte proposé. Quand on parle de la qualité juridique du texte proposé, on se demande est-ce que le texte qu'on propose est compréhensible? Est-ce qu'il s'intègre bien dans le corpus existant? Et ce n'est pas une question de cosmétique. Parce que si on fait un texte qui n'a pas une bonne qualité juridique, on risque de créer vraiment une confusion dans ce qu'il faut faire ou ce qu'on ne peut pas faire et vraiment compromettre la qualité de la mise en œuvre de ce texte. Un autre point essentiel, et je me tourne vers la majorité de notre audience, est évidemment la solidité technique et opérationnelle de la loi. Il ne suffit pas de faire une loi ou un décret qui se comprend bien, il est absolument essentiel que le contenu technique du décret ou de la loi soit solide. Autrement dit, qu'il se base sur des données probantes, sur des pilotes concluants, etc. Si on ne remplit pas la condition de la solidité technique et opérationnelle, on va avoir le risque d'avoir un texte qui ne produit simplement pas les effets attendus, soit parce qu'il ne contient pas les bonnes solutions, soit parce qu'il contient des solutions qui en théorie ne sont pas mauvaises, mais qui dans le contexte du pays ne sont pas appropriées. Nous avons ici deux conditions, vous vous en doutez, ce n'est pas tout. Et encore une fois, un point qui peut-être va parler beaucoup à notre audience, c'est celui de la faisabilité financière. Quand on passe une réforme, il est essentiel de s'assurer que ce qu'on prévoit peut être supporté dans l'espace fiscal du pays. Sinon, encore une fois, on aura un problème de mise en œuvre et de décalage entre ce qui est écrit et ce qui peut être effectivement supporté financièrement par le pays. L'argent est souvent un point de blocage, mais ce n'est pas le seul. Et un autre ingrédient de succès qu'on a identifié est le besoin de consensus autour de la mesure proposée. On a observé en regardant ce qui se passe dans les pays que la réforme est parfois interrompue parce qu'il y a des divergences de vues extrêmement profondes entre plusieurs parties, soit du gouvernement, soit de la société. On peut avoir des ministères qui ont des visions différentes. On peut avoir une divergence de vues entre le législatif et l'exécutif. On peut avoir différentes parties de la société civile qui ne sont pas d'accord sur ce qui est proposé. Et tout cela va bloquer ou bien l'exécution de la mesure, ou bien sa réception par les différentes parties qui sont supposées la mettre en œuvre. Enfin, et on arrive à notre dernier ingrédient proposé,
nous avons vu que la procédure législative est extrêmement longue. Et donc, la dernière dimension, et encore une fois, ce n'est pas la moindre, est de mettre en place les conditions nécessaires pour que les processus de réforme survivent aux aléas du temps, de la politique, des changements de circonstances. On a encore beaucoup à apprendre sur ça, mais ce qu'on apprend, c'est que l'expérience des personnes qui gèrent ce processus est extrêmement importante, de même qu'une gestion flexible du processus qui va permettre de naviguer les contretemps qu'on sait on va rencontrer au sein de la procédure. On vient de voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être préparées dans le cadre du processus de production du droit. Mais on doit aussi reconnaître, et c'est un point important, et c'était le point qui avait été soulevé dans le webinaire sur l'économie politique, que même quand on est bien préparé, on ne peut pas tout maîtriser. On voit que ces réformes de financement avec leurs différentes composantes juridiques sont au cœur de dimensions beaucoup plus larges. Ici, on a tentativement identifié quelques dynamiques et on peut parler par exemple de ce qui se passe au niveau des dynamiques politiques du pays. Est-ce que la réforme est alignée avec les priorités gouvernementales? Est-ce qu'on peut dérouler toute la chaîne parce qu'on a un bel alignement des majorités entre le gouvernement et le Parlement? Est-ce qu'on va avoir un fait divers qui va intervenir et qui tout d'un coup va perturber ce qu'ont été les priorités gouvernementales jusqu'à présent? En plus de ça, et on en a parlé, on a les dynamiques économiques. Il y a le coût de la réforme, mais il y a de manière beaucoup plus large ce que le pays voit comme évolution en matière de son espace fiscal, avec des périodes qui sont plus prospères, des périodes qui sont de crise, et parfois l'influence de chocs extérieurs qui vont encore modifier l'environnement national du pays. Et nous avons aussi dans l'audience beaucoup de collègues qui soutiennent les efforts des pays d'un point de vue international, et la dynamique internationale aussi est très importante, et on l'entendra de notre panéliste. Il y a le travail que font les PTF, mais aussi les développements qu'on peut voir à travers les résolutions, les conférences ministérielles, les agendas, les thématiques qui sont couvertes par chaque agenda global, etc. Donc tout ça va influencer un peu le déroulé de notre réforme. Un point qui est cependant très important à observer, c'est que quand on écoute les pays, on se rend compte que plus le processus est bien préparé, donc nos fameux ingrédients de succès qu'on va couvrir, plus il est facile ou moins difficile de naviguer ces forces extérieures qui peuvent bousculer un peu nos réformes de financement. Avec ceci, nous arrivons au terme de cette présentation de cadrage. Et avant de nous quitter, juste quelques remarques pour vraiment réitérer certains messages. La première, c'est que n'oubliez pas, la production du droit est un processus à plusieurs étapes avec des acteurs différents. Essayons de ne jamais dissocier le processus de finalisation des lois et des décrets avec la question de leur impact. La loi n'est pas une finalité, comme le décret, c'est un instrument de changement. Deuxième message, on sait que le processus va être long, on sait qu'il va être complexe, mais on sait aussi que si on arrive à intégrer dans le processus certains ingrédients clés, on va pouvoir naviguer de manière plus fluide la chaîne et on va pouvoir arriver à un résultat qui, à la fin, est celui qu'on recherche. Enfin, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, on est sur des longues périodes de temps. Donc, il y a des moments où on va avoir des conditions un peu plus favorables. Il y a d'autres moments où on va avoir des conditions un peu plus difficiles. On va avoir des fenêtres d'opportunité et il faut être vraiment prêt. Et c'est un message aussi pour nos collègues experts, à avoir tous les éléments en place pour quand la fenêtre d'opportunité s'ouvre, on puisse pousser en avant des solutions qui, en fin de route, soutiendront un financement efficace de la CSU. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Joël, pour cette super introduction conceptuelle. Et donc, nous allons directement dans notre panel. Et donc, et je pense que la discussion va être passionnante. Je vais juste laisser ma collègue Victoria faire un petit mot. Elle a travaillé, elle a préparé quelques dias pour chaque pays et ça vaut la peine de voir comment. Alors, Victoria, explique-nous un peu ces dias et comment est-ce qu'on va les utiliser aujourd'hui. Bien sûr, merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Chers participants, pour structurer la discussion aujourd'hui avec les panélistes, nous avons développé des diapos pour chacun des 4 pays représentés dans notre panel aujourd'hui. Ces diapos, comme mentionné, seront partagés avec vous, bien sûr, et je vais simplement vous les présenter brièvement.
En haut, vous pouvez voir une chronologie législative pour les pays. Les points représentent les différents instruments juridiques en matière sanitaire et aussi on a la Constitution. Après, dans l'encadré vers la droite, on a les textes juridiques qui seront discutés aujourd'hui. En dessous, on a les indicateurs de la performance CSU pour les pays aussi. Et enfin, dans le coin inférieur à gauche de la diapositive, on a quelques éléments sur les arrangements institutionnels dans le pays. Maintenant, je redonne la parole à Bruno qui va poser quelques questions à honorable à Ken Attendé. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Alors, on a ici à l'écran la DIA du Bénin et donc on va tout de suite se tourner vers Monsieur Attendé et on va vous poser la question. On voit qu'en 2015-2016, donc il y a une loi qui est faite sur un régime d'assurance maladie universelle en République du Bénin. Et puis, on voit quelque chose qui est très calme. Et on dirait qu'il y a très peu de choses qui se passent. Et puis, à partir de 2021, il y a une frénésie de décrets qui sont produits. Et donc, on aimerait bien connaître qu'est-ce qui s'est passé au Bénin sur cette période. Pourquoi quelque chose de si calme après 2016? Pourquoi tellement d'activités plus récemment? Merci Bruno. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation à participer à ce panel. C'est une grande joie pour moi de représenter l'Assemblée nationale du Bénin. Je vais vous faire remarquer que 2016 a été une année d'élection présidentielle dans notre pays. Et donc, comme vous en êtes rendu compte, la loi sur le régime assurance maladie universelle, le RAMU, qui a été votée en 2015, a été en fin de mandat pour le président sortant. Et lorsque les élections ont eu lieu, il y a eu alternance. Parce que le président sortant a fini ses 2 mandats constitutionnels et n'était plus candidat. Et tous les candidats étaient des candidats nouveaux. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un nouveau président à la tête du pays. Ce qui a été fait, le président Patrice Talon a été élu et a mis en place son gouvernement en 2016. Vous voyez, le calme qui a suivi, c'est la période qui a permis l'initiation et les réformes fondamentales au niveau du système de santé. D'ailleurs, beaucoup de réformes ont eu lieu dans le pays, dans la plupart des secteurs, mais particulièrement au niveau du système de la santé. 2016 à 2019, 2021 a été une année de revue, d'évaluation générale de l'existant pour voir par quel bout il faut prendre pour faire renaître le système de santé de ses cendres. Et c'est comme ça que, à partir de 2019, après des élections législatives qui ont conféré une majorité confortable au nouveau gouvernement, les choses sérieuses sont entrées en marche. Il y a eu le vote de la loi de 2021, 2021 portant protection de la santé des personnes, qui a repris toutes les dispositions de ce qui avait été fait en 2015-2016, mais en élargissant le champ à tous les autres pans du secteur de la santé. Et à partir de là, vous devez constater effectivement, comme vous l'avez vu sur le schéma, qu'il y a eu énormément d'actions législatives. Après le vote de cette loi, les décrets ont suivi et la mise en application également. C'est ce qui fait le regain que vous avez constaté au niveau de la production législative en matière de couverture sanitaire universelle. Globalement, je peux vous dire que de 2015 à 2019, c'était la phase d'évaluation. De 2019, une majorité parlementaire en phase avec le gouvernement a permis de poursuivre le travail législatif et d'aboutir à cette production législative. Merci beaucoup, Nathan Day. C'est clair. On voit comment le politique s'articule sur la production juridique. On va creuser maintenant peut-être avec Myriam. Myriam, on va te solliciter. Alors,
ma question, Myriam, on a un schéma qui est un peu semblable. On voit qu'il y a une loi qui est faite en 2011, donc une première loi instituant un régime obligatoire d'assurance maladie des agents publics et assimilés, un petit peu de décrets, et puis on a des nouvelles lois qui reviennent donc plus récemment. C'est les points mauves, et puis un grand nombre de législations secondaires, donc de décrets qui ont été produits. Donc, Myriam, le pays a adopté une première loi en 2011 pour les agents du secteur public, puis 10 ans plus tard, une loi pour l'AMU. Les décrets d'application de ces lois ont suivi relativement rapidement. Alors, quel a été le cheminement du pays et qu'est-ce qui a permis cette opérationnalisation par voie réglementaire rapide? On t'écoute, Myriam. Merci, bonjour Bruno, bonjour à toute l'audience. Et je suis honorée d'être associée à cette belle initiative qui concourt à l'amélioration, je dirais, de la santé de nos populations, parce que le droit a une part très importante dans la mise en place des régimes d'assurance maladie à divers niveaux. Et je crois que c'est Joël qui l'a suffisamment dit. Et il y a le droit, il y a la politique. Et en écoutant d'ailleurs mon prédécesseur intervenir, je voudrais insister sur la volonté politique et la stabilité politique pour pouvoir aller au bout de ce type de projet. Pour mieux comprendre comment ça s'est passé, je vais faire un rapide historique. En fait, l'assurance maladie au Togo a été initiée à la suite d'accords. Je parlais tantôt de vision et de volonté politique. Donc, à la suite d'accords lors du dialogue social en 2006 où la situation sociopolitique était quand même assez difficile. Et à ce moment, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour permettre à terme à toute la population de disposer d'un minimum de protection sociale santé. Et c'est ainsi que 2006, ce n'est qu'en 2009 que le processus participatif a démarré avec les différents acteurs pour aboutir à cette loi en 2011 qui posait les bases de la prise en charge des fonctionnaires et assimilés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on faisait la loi et tout au long du processus, il était retenu que c'était une première étape dans l'extension. Ce qui explique après, en fait, l'accélération qu'il y a eu lors de la loi portant extension de la couverture maladie à toute la population. Alors, à partir de 2009, le processus, 2011, la première loi, il y avait trois décrets principalement. Et tout ça, c'était aussi, comme je dis, un pilote grandeur nature. L'expérience vécue et tout le parcours à partir du moment où l'INAM s'est installé a permis d'anticiper tous les domaines que la loi devrait couvrir pour créer un régime durable, stable et qui conforte tous les acteurs et toutes les parties prenantes en sachant concilier leurs intérêts. Ce parcours de 10 ans de l'INAM a été d'une grande utilité dans la mise en place du régime national aujourd'hui, qui a deux grands volets, une partie contributive et une partie non contributive. Et ce qu'il faut aussi voir du côté en ce qui concerne la loi, ce qui est très important, et Joël l'a dit tantôt, c'est d'avoir tous les éléments qui permettent de faire de cette loi un texte applicable qui corresponde d'abord à un consensus entre les acteurs, qui permettent également la mise en œuvre de processus, parce que c'est ces processus qui sous-tendent l'effectivité de la couverture maladie pour les populations. Donc, la loi devrait tenir compte, la loi et tout le corpus législatif et réglementaire devrait tenir compte de tous ces éléments, ce qui fait qu'au cours des 10 années, l'INAM a été le moteur de discussions, de rencontres de différents acteurs, forts de notre expérience de vécu au quotidien avec la gestion du régime des fonctionnaires. Et donc, nous avons pu vraiment, avec l'aide des PTF, avancer sur un cadre législatif et réglementaire qui, aujourd'hui, favorise et permet
la mise en œuvre de l'AMU. C'est clair que l'opérationnalisation va être progressive, mais aujourd'hui, le cadre qui est là, même s'il est perfectible, hein, comme tous les cadres juridiques, il permet vraiment, il pose les bases d'une couverture maladie opérationnalisable avec les éléments d'équilibre, de pérennité, la qualité des soins, les relations entre les différents acteurs, et avec un niveau de flexibilité et de souplesse où certains textes ou certains éléments sont plutôt intégrés dans le décret ou relèvent du domaine d'un arrêté, par exemple, pour donner une certaine flexibilité en cette phase, je dirais, de démarrage de l'extension à toute la population. Merci Voilà beaucoup, un Myriam. peu ce que je pourrais dire sur ce processus qui a été porté au plan opérationnel par l'institution qui avait été créée pour gérer le régime des fonctionnaires. Voilà. Non, Myriam, c'est fascinant ce que tu dis parce que tu montres, comme Joël avait montré qu'il y avait différents acteurs, elle avait mentionné qu'il y avait le gouvernement et le Parlement, et tu montres comment il faut une symbiose entre ces niveaux et une maîtrise technique aussi, et donc tu insistes sur l'expérience première avec les fonctionnaires qui a servi d'expérience pilote et qui a informé, et tu viens juste de terminer en mentionnant l'importance de bien utiliser les instruments juridiques selon leur nature et que sur certains aspects, il faudra aller dans les détails et sur d'autres aspects, il faut rester dans la généralité. Et donc, je pense que c'était extrêmement éclairant. On va passer maintenant à la RDC avec toi, Henri. Alors, on a une histoire assez différente ici. Alors, le schéma commence en 1970 et puis on voit dans le carré rouge, on voit la période plus récente. Alors, tu as eu... voilà, on sait qu'il y a eu une loi en 2017, une loi sur les mutuelles, et puis il y a eu une loi de santé publique en 2018, et puis il y a quelque chose que tu vas peut-être nous expliquer, une ordonnance-loi en 2023, et depuis, bon, j'étais avec ce groupe du GFF et de l'OMS, on était en atelier à Kinshasa en mai, et c'est là où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs, et on a compris qu'il y avait une dynamique qui s'était accélérée en RDC en matière de CSU. Mais peux-tu aussi nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé pourquoi la loi des mutuelles a dû être complétée? Donc, on se retrouve un peu dans le schéma présenté par Joël, où il y a une sorte d'impasse et il faut retourner vers le Parlement pour relancer le processus, revenir avec un nouveau texte. Donc, Henri, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Bruno, pour la parole. Je salue tous les collègues. En fait, au niveau de la RDC, comme vous venez bien de le souligner, il y a eu ces deux lois. Donc, un cadre légal avec la loi de 2017 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité, donc la loi qui régit les mutuelles. Il y a eu en 2018 la loi déterminant l'organisation de la santé publique. Mais hormis ces deux lois, les pays disposaient aussi déjà du plan national stratégique de la couverture santé universelle. Mais avec ces trois outils-là, juridico-administratifs, le pays n'a pas pu mettre en œuvre la couverture santé universelle parce que la loi sur les mutuelles s'est limitée juste à l'organisation d'une partie de la demande. Et elle parlait juste des mutuelles, alors que la couverture santé universelle, ce n'est pas seulement les mutuelles, il y a d'autres mécanismes aussi qui sont pris en compte. La loi sur l'organisation de la santé publique s'est limitée aussi, n'est-ce pas, à organiser juste une partie de l'offre de soins, alors que la couverture santé universelle est multisectorielle. Et le plan national stratégique de la couverture santé universelle n'était pas opposable à tous, ça n'avait pas un caractère de loi, c'était juste une orientation stratégique. Et c'est comme ça que ce n'était pas possible d'arriver à mettre en place la couverture santé universelle avec ces trois outils. Et la coordination de la couverture santé universelle au niveau du pays a pris l'initiative, n'est-ce pas, de réunir les experts, juristes, avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, pour décider, réfléchir pour voir comment améliorer les cadres légaux de la couverture santé universelle. Et l'option a été levée d'avoir une loi spécifique pour la couverture santé universelle. Et il y a même un projet qui a été élaboré. Mais après examen, nous nous sommes rendus compte, quand je dis nous parce que je faisais partie de ces experts-là, on s'est rendu compte que la loi n'avait pas de base légale dans la Constitution. On ne pouvait pas continuer sur cette voie.
parce que la Constitution ne donnait pas, n'est-ce pas, une opportunité de l'élaboration d'une loi spécifique sur la couverture santé universelle. C'est comme ça que les experts ont encore réfléchi et deuxième cas de figure où option a été levée, c'était de revisiter ou de modifier la loi déterminant l'organisation de la santé publique en RDC pour que cette loi puisse porter, n'est-ce pas, les réformes, parce que la couverture santé universelle nécessite beaucoup de réformes dans plusieurs secteurs. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette révisitation de cette loi-là, tout en intégrant les aspects des politiques, la santé dans toutes les politiques, la coordination, les régimes de sanctions, la séparation des fonctions, vraiment plusieurs aspects pour permettre au pays de mettre en place la couverture santé universelle à travers ces nouveaux cadres légaux-là. Et la chambre basse, la chambre basse du Parlement, qui est l'Assemblée nationale, a porté la loi et l'a présentée au niveau de la plénière. Et la plénière a adopté cette loi-là, qui était projet de loi, elle est devenue loi. Au regard des us et coutumes, la chambre basse a transmis, n'est-ce pas, la loi au niveau de la chambre haute, qui est le Sénat, pour seconde lecture. Et il s'est fait que pendant que l'Assemblée avait transmis la loi au niveau de la chambre haute pour seconde lecture, la chambre haute, le Sénat, était presque en vacances. Et au regard des règlements d'ordre intérieur du Sénat, quand le Sénat est empêché, n'est-ce pas, il vote une loi qu'on appelle à travers les mécanismes d'habilitation. C'est comme ça que le Sénat a pu mettre en œuvre ces mécanismes d'habilitation pour qu'à son absence, les gouvernements puissent légiférer à sa place. Et c'est comme ça que pendant l'absence, l'empêchement du Sénat, le gouvernement a légiféré à la place du Sénat, a adopté la loi lors d'un conseil des ministres. C'est comme ça que vous allez constater que la loi a quitté des lois à l'ordonnance-loi. Parce que c'est le chef de l'État maintenant qui a pris cette mesure, n'est-ce pas? Et voilà, et quand au retour du Sénat, des vacances parlementaires, ils ont simplement validé. Et voilà, ça, c'est vraiment le processus du niveau de la RDC. Aujourd'hui, on parle ordonnance-loi modifiant la loi sur l'organisation de la santé publique. Voilà un peu en quelques mots ce qui concerne notre pays. Merci beaucoup, Henri. C'est très clair et c'est fascinant. Et donc, c'est intéressant de voir comment les textes sont parfois rendus caducs par l'ambition et qu'il faut donc retourner au travail et donc refaire des nouveaux textes. Et tu as mentionné aussi que parfois la CSU, ça demande des réformes profondes. Et quand on travaille en profondeur, on va devoir, si on doit par exemple créer de nouvelles agences, comme ça a été fait en RDC, il va falloir passer par la case de la loi. Et donc, je pense que c'est vraiment précieux. Alors maintenant, nous allons glisser au Sénégal. On retrouve Célie. Alors, Célie, tu vas nous aider et tu es vraiment un professionnel du domaine. Donc, on a ces différents instruments et on vient de l'entendre. Et Henri a mentionné comment les lois s'articulent aussi sur les plans nationaux de stratégie de santé, par exemple. Mais on a je dirais, nous, par exemple, du côté des partenaires techniques et financiers, on a l'habitude de travailler sur les stratégies nationales de santé. L'OMS est très impliqué là-dessus et on est moins impliqué dans les outils souverains comme les lois, par exemple. Et donc, il y a des enjeux sur l'usage de ces différents instruments techniques ou législatifs. Et donc, ici, sur l'expérience du Sénégal, je reviens sur la question. Il semble que la plupart des textes pour la CSU sont de nature réglementaire au Sénégal. Alors, peux-tu nous expliquer les raisons derrière cette tendance et expliquer aussi, partager ta perspective sur l'approche réglementaire pour la CSU? Est-ce que c'est une bonne idée de recourir uniquement à des décrets ou est-ce qu'il faut à tout prix passer par la loi? Quels sont les avantages et les inconvénients selon toi? Merci beaucoup, Bruno. Tu as en effet raison. Vous avez raison de dire qu'il y a une prédominance du règlement sur la loi dans les questions de CSU au Sénégal. J'ai même envie de dire qu'il y a une prédominance des normes administratives sur la loi. Mais avant de développer ce propos, je vais vous demander de me permettre de faire deux brefs rappels. Je veux rappeler des éléments de définition que Joël a donnés tout à l'heure et indiquer un point qui est connu de beaucoup de participants de ce webinaire. Mais en droit, on dit que ce qui va sans dire
ira mieux en le disant. Donc, permettez-moi de le dire. Je voudrais d'abord rappeler que ce que l'on appelle règlement, ce sont certains actes administratifs unilatéraux. Donc, pour aller vite, c'est le décret, l'arrêté, la circulaire et l'ordonnance. Je pense que je n'oublie rien. Donc, le règlement, c'est le terme synthétique qui regroupe tout cela. Décret, arrêté, circulaire, ordonnance. Le deuxième rappel que je voudrais faire, c'est que le règlement, dans nos pays en tout cas, n'est pas une alternative à la loi, dans la plupart des cas du moins. Donc, on ne choisit pas l'un ou l'autre par commodité. On ne peut pas se dire, on veut réglementer l'accès aux soins, faisons-le par décret parce que c'est plus rapide, ou faisons-le par la loi parce que c'est plus solennel. Il y a dans la plupart des pays francophones d'Afrique, depuis 1958, ce qu'on appelle un domaine de la loi et un domaine du règlement. Donc, il y a des sujets qui appartiennent à la loi et d'autres qui appartiennent au règlement. Ce qui donne, dans un schéma très simplifié, et juste pour l'exemple, c'est vraiment très, très simplifié. Si on veut réglementer un point sur la CSU, par exemple, on veut créer un régime d'assurance maladie universel, il faut, dans un premier temps, que l'Assemblée vote une loi sur les principes généraux, sur l'accès aux droits, sur les sources de financement, sur les sanctions en cas de fraude, etc. Deuxième temps, le président de la République et le Premier ministre prennent un décret qui précise certains aspects qui ne sont pas de la compétence du législateur. Troisième temps, les ministres prennent des circulaires interprétatives, des arrêtés pour détailler les différents process. Et enfin, l'administration met en œuvre, en lien avec le secteur privé, les usagers, les organisations communautaires. Ça, c'est en théorie ce qui devrait se passer. Mais dans les faits, cela se passe tout à fait autrement. Et ce n'est pas le cas qu'au Sénégal. Ici, la loi va intervenir souvent plusieurs années après le démarrage de l'initiative. Ce qui se passe au démarrage, c'est soit un décret est pris pour organiser le dispositif, ou bien, parce que des fois ça se fait en même temps, l'administration, c'est-à-dire le ministre de tutelle ou l'organisme public gestionnaire, fixe les règles et c'est sur cette base que l'ensemble du dispositif va fonctionner. Je vais vous donner deux exemples au Sénégal. La prise en charge des frais financiers de la dialyse pour les patients, qui est une initiative qui marche plutôt bien au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont injectées par année. Le Sénégal fait figure de bon élève sur cette question-là. Mais cette prise en charge du financement de la dialyse pour les patients se fait sur la base de règles fixées par l'administration de la santé et de la protection sociale. Il n'y a pas de règles écrites. Deuxième exemple, c'est le régime de couverture des travailleurs de l'économie informelle. Il fonctionne depuis 2013 sur la base de règles fixées par l'administration. L'administration a fixé les cotisations annuelles, a déterminé les subventions, donc qui proviennent des ressources publiques, et tout cela sans texte écrit, sans loi, ni même décret qui organise réellement cela. Donc, dans la stricte orthodoxie juridique, tout cela ne devrait pas être possible. Mais il s'agit là d'une pratique fréquente et pas uniquement sur les questions de santé. Il y a quelque chose, Joël, que les philosophes du droit devraient explorer. Le Sénégal est un pays de droit civil, donc de droit codifié, comme on dit entre juristes. Mais sur certains aspects, nous fonctionnons comme un pays de common law qui repose donc moins sur le droit codifié. Tout cela dit, Bruno, comme tu l'as demandé, il y a des avantages dans un tel fonctionnement où la CSU va reposer moins sur la loi que sur le règlement, où la CSU va même reposer sur des normes administratives, donc sur le gouvernement. Le principal avantage, c'est la flexibilité. On peut corriger rapidement s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une capacité à ajuster les paramètres, par exemple si les cotisations ne suffisent pas et autres. Tout cela peut se faire sans processus législatif lourd et une meilleure réadaptativité face aux contraintes opérationnelles. Mais il y a des limites à cela. Il y a des limites à cette prépondérance du règlement sur la loi. La première, c'est la fragilité juridique potentielle du dispositif. Et cela peut créer de l'insécurité pour les acteurs quand ce n'est pas figé dans la loi. Par exemple, de 2013 à 2020 au Sénégal, l'assurance maladie universelle reposait principalement sur des mutuelles qui pouvaient être créées dans une commune, voire même dans un village ou un quartier. Mais en 2020, quand l'agence chargée de gérer le dispositif s'est rendue compte que les poules étaient trop étroits, l'agence a demandé de départementaliser tout cela. Mais il y a eu beaucoup de difficultés parce que les acteurs ont questionné la légitimité de l'administration à changer les règles. Autre limite, c'est sur la mobilisation des ressources par le ministère des Finances, qui ne se sent pas obligé d'atteindre certains objectifs de financement. Le ministère des Finances décide de ce qu'il donne ou de ce qu'il ne donne pas. Et il y a une autre limite, c'est le risque de discontinuité. Si on s'appuie plus sur la loi que sur le règlement, en cas de changement politique, des changements peuvent survenir. Et même des fois en cas de changement de ministre. Parce que si la réglementation ici adoptée est basée sur un arrêté,
même un changement de ministre peut avoir des incidences sur la continuité. Enfin, une autre limite, c'est qu'il y a un manque de démocratie dans un tel processus où c'est le règlement qui prime la loi parce qu'il n'y a pas la participation des représentants des populations. Je ne sais pas si le temps le permet, Bruno, ou je peux arrêter là, mais si le temps le permettait, je voulais... Vas-y, très vite. Voilà, je veux évoquer un point voisin, mais rapidement, qui est un point voisin à ta question, sur la prédominance du règlement sur la loi. Et c'est sur les questions de CSU au Sénégal. Et vous verrez que ce n'est pas propre qu'au Sénégal, mais à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, où, même en apparence, la loi domine le règlement. Je vois qu'il y a des pays, il y a des collègues qui ont parlé tout à l'heure, ou dans des pays où les choses sont très formelles, sont très respectueuses de la hiérarchie des normes et des procédures. Mais dans certains cas, et sur certaines questions qui relèvent même du domaine de la loi, sur certains aspects législatifs, la loi est assujettie au gouvernement. Vous allez me dire que ce n'est pas normal dans un système où il y a une séparation des pouvoirs, mais c'est le cas. En fait, pour être un peu provocateur, je dirais qu'il y a des lois qui sont des règlements qui ne disent pas leur nom. C'est le cas dans les lois qui comportent des dimensions de financement. Dans les pays de l'UEMOA, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont en commun le franc CFA, il y a une directive de 2009, une directive qui est relative à la LOLF. La LOLF, c'est la loi organique relative à la loi des finances. Cette directive, l'article 4 dit que toutes les lois ou tous les textes avec incidence financière doivent recevoir l'avis conforme du ministre des Finances. Ça veut dire que c'est le ministre des Finances qui doit impérativement valider la loi. Le ministre des Finances valide une loi, même si c'est une proposition de loi. Et l'article 59 de ce même texte dit que pour les lois de finances, les députés ne peuvent pas proposer des amendements qui créent des dépenses. Donc, ça veut dire un honorable député, quelqu'un qui est dans le panel, décide, lors du vote de la loi, de rajouter une dépense en faveur de la santé, d'augmenter le budget, de créer une dépense, une subvention pour les populations. Ce ne serait pas possible. L'Assemblée peut juste réduire les dépenses, mais pas augmenter les dépenses. Donc, il y a un monopole du ministère des Finances sur les questions de finances publiques, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de textes, et je finis sur ça, beaucoup de textes sur la CSU qu'on voit dans nos pays en Afrique, organisent les dispositifs, définissent les procédures, mais ces textes sont muets sur la question du financement. Donc, on a des textes théoriquement de financement de la santé, mais qui parlent de tout, sauf de financement de la santé, en raison justement de la prédominance du réglementaire sur le législatif. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup, Célie. Et ça me permet de rebondir. Alors, nous recevons beaucoup de questions dans le système, donc on va revenir là-dessus, notamment des questions sur le financement. Et donc, j'aimerais bien me retourner vers Natonde et le Bénin, et justement sur ces questions de liaison entre le financement et la loi. Et donc, est-ce que tu peux nous parler des mécanismes existants donc, dans cette articulation entre le législatif et les moyens budgétaires? Et est-ce qu'on peut aussi rêver est-ce qu'une nouvelle loi peut vraiment motiver un gouvernement, un ministère des Finances à mettre plus d'argent dans la santé? Donc, on serait curieux d'entendre un peu ton expérience, ton observation. Tu as été directement au cœur de ces processus. Donc, voilà, on t'écoute, Natonde. Merci, Bruno. Je pense, comme le disait mon collègue sénégalais tout à l'heure, effectivement, nous avons une directive au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont nous sommes tous membres. Et cette directive impose aux parlementaires que nous sommes qu'en cas de vote d'une loi ou d'une disposition qui nécessite une augmentation des dépenses publiques, qu'il y ait un aval du gouvernement ou que l'Assemblée nationale ou l'auteur de la proposition de la loi prévoit en même temps les ressources, c'est-à-dire que l'on identifie les sources de revenus qui permettent à l'État de faire face à ces dépenses. Tout ceci se discute essentiellement lors du vote des lois de finances, c'est-à-dire la loi de finances de chaque année. C'est au moment de des discussions qui entrent dans le cadre des débats budgétaires et déjà dans le débat d'orientation budgétaire que l'Assemblée nationale est ensemble avec le gouvernement. De toute façon, il y a séparation de pouvoirs entre l'Assemblée nationale, le législatif et l'exécutif, mais chacun n'est pas dans un couloir séparé. Tous les pouvoirs sont appelés à travailler en symbiose pour le bien des populations.
Et c'est pour cela que, évidemment, il nous est souvent arrivé d'augmenter les dépenses publiques. Moi, il m'est arrivé de faire augmenter par l'État la contribution du pays, la contribution nationale dans la lutte contre le paludisme, par exemple, qui est la première affection pour lesquelles les gens consultent dans notre pays. 45% des consultations sont dues au paludisme. Et donc, par des plaidoyers et par des débats, c'est-à-dire les contributions au débat, nous avons réussi à faire augmenter ces dernières années et de manière successive la contribution de l'État pour motiver davantage l'augmentation des ressources internationales qui sont dirigées vers notre pays. Donc, c'est dire que, effectivement, le parlementaire est limité par les questions de ressources. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais le parlementaire a ceci que il peut faire des propositions d'aménagement ou d'arrangement au niveau des différentes lignes budgétaires qui permettent de dégager des ressources qui puissent permettre de prendre en compte le financement de la santé des populations. Donc, Bruno, pour me résumer, je vais dire que au niveau du Bénin, l'expérience que j'ai me permet de dire que la prédominance du gouvernement en matière de vote de loi qui implique une augmentation de financement n'est qu'une prédominance apparente. Parce que lors des discussions, de toute façon, le gouvernement est tenu également quelque part à l'avis de l'Assemblée nationale dans le vote des lois de finances, par exemple, ou de toutes les autres lois. Et c'est ça qui permet donc à l'Assemblée nationale de jouer sa partition pour ce qui concerne le financement. Merci beaucoup, Nathan. C'est très clair et c'était très important de faire le lien avec la loi des finances, en effet. Alors, je vais me retourner vers Myriam. Alors, on a eu des questions sur le rôle des PTF. Et je pense que c'est une conversation importante parce qu'on a beaucoup réfléchi. Je dis moi-même, si je regarde ma propre histoire en matière de financement de la santé, ça fait 30 ans que je roule ma bosse dans cette problématique et j'ai très peu parlé à des parlementaires. On est souvent entre partenaires techniques et financiers, à parler avec le ministère de la Santé. Parfois, on rencontre les gens du ministère des Finances et on se met d'accord entre nous sur qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle réforme de la CSU, quel nouveau mécanisme de paiement ou quelle nouvelle assurance va être mise en place. Et donc, oui, les partenaires sont importants. Et donc, Myriam, nous serions curieux d'entendre au Togo, comment est-ce que vous avez... Est-ce que ça a été aussi symbiotique, harmonieux, que ça peut l'être entre un gouvernement et son Assemblée nationale, ou est-ce que ça a été discordant? Comment avez-vous géré les partenaires plutôt que l'inverse, plutôt que les partenaires gèrent les acteurs nationaux souverains? On t'écoute, Myriam. J'aime bien la fin de la question. Non, au Togo, les partenaires ne gèrent pas l'exécutif du tout. On a réussi à mettre en place un mécanisme qui permet de collaborer en bonne intelligence. Mais je voudrais rebondir un peu sur l'intervention des deux prédécesseurs, qui est très intéressante dans la mesure où elle ressort la nécessité de décloisonner les liens, les murs entre le législateur et l'exécutif, surtout lorsqu'il s'agit des questions comme celle de la santé, qui ont la particularité de concerner toute la population et qui font intervenir une diversité d'acteurs ayant des connaissances diverses, des points de vue et des intérêts divergents. Et alors, ce que je voudrais compléter peut-être par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que le député a un rôle de plaidoyer. Et pour parler des PTF, là où il serait intéressant de retrouver les PTF, c'est de donner également des outils aux parlementaires pour qu'ils puissent, lorsqu'ils sont dans des situations où ils apportent des solutions, où ils prennent des décisions qui devaient avoir un impact financier, que cela puisse être documenté à l'avance et qu'ils aient les informations nécessaires pour pouvoir amener l'exécutif à accepter. C'est vrai que dans la pratique, on a le sentiment vraiment que le ministère des Finances ou le ministre des Finances
tout est là. La clé est là-bas et le plaidoyer doit se faire là-bas, tout le monde y faisant son plaidoyer. Ça marche lorsqu'on a des arguments, lorsqu'on a des éléments, des informations de qualité qui permettent d'expliquer et de convaincre tous ces acteurs-là, tout en sachant que je dirais la loi relève du domaine du Parlement, encore plus aujourd'hui que jamais. Et les PTF, dans le cadre du Togo, déjà pour le premier régime qui a été mis en place, celui des fonctionnaires, c'est le BIT qui a accompagné les fonctionnaires, les syndicalistes et tous les acteurs, les acteurs sociaux dans une approche assez dynamique et participative à réfléchir sur la façon de mettre ensemble les moyens pour pouvoir assurer la prise en charge des soins de santé. Et à la base, c'était une mutuelle de santé qui était en train d'être créée. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui a été fait au Sénégal. C'était le modèle sénégalais, mais on s'est heurté en fait à une contrainte juridique, c'est que les fonctionnaires, on ne pouvait toucher, faire de prélèvements à la source que à partir d'une loi. Il n'y avait aucun outil pour prélever les cotisations sur le salaire des fonctionnaires. Il fallait une loi et c'est comme ça donc qu'on a mis en place donc, ce premier régime obligatoire qui a permis. Après, dans tout le processus, on a différents PTF qui interviennent, chacun. C'était un peu la mode aussi, hein. Il y avait beaucoup d'intérêt sur la question de la santé, de la CSU. Tout le monde voulait apporter sa contribution. On a la Banque mondiale, on a l'OMS, chacun avec son école. On a l'UNICEF et un peu même d'autres acteurs qui interviennent dans des domaines précis de la santé. Et ce à quoi nous sommes arrivés après avoir essayé de mettre ensemble plusieurs domaines d'intervention des PTF, c'est de remonter la coordination des PTF et de construire au niveau de l'exécutif, là je parle en tant qu'ancien ministre, de construire un réseau de PTF avec des leaders dans chaque domaine. Je crois que ça se fait dans d'autres pays, mais essentiellement sur la CSU, on a pu identifier les forces et les faiblesses des uns et des autres sur différentes thématiques et du coup répartir un peu les domaines d'intervention et d'appui. C'est vrai que l'OMS n'est pas forcément le grand acteur, celui qui s'investit le plus, mais il est du côté d'un acteur important qui est le producteur de soins. Parce que dans cette histoire de financement de la santé, l'acteur majeur, ce n'est pas celui qui gère le régime d'assurance maladie, ce n'est pas l'organisme de gestion. C'est le système de production et de régulation des soins. Et c'est là où se joue toute la partie risque maladie, gestion du risque maladie, avec d'un autre côté les bénéficiaires et tout ce que ça peut comporter comme risque moraux. Donc, on a laissé chaque acteur au sein d'un cadre bien défini et se positionner sur une chaîne, sur une phase de la chaîne de production, je dirais, de la loi, parce que finalement, la CSU, c'est d'abord un cadre légal réglementaire qui donne des droits. La Constitution du Togo a déjà affirmé le droit de tous les citoyens à la santé. Et donc, lorsque on décline, la loi permet ensuite de confirmer, de consolider ce droit-là et après de pouvoir décliner la mise en œuvre et l'opérationnalisation à partir de décrets, de différents textes réglementaires. Donc, on a vu les PTF, par exemple, sur une étude sur le financement, les sources de financement innovants. On avait l'OMS sur le renforcement de l'offre de soins. On avait le PNUD, la Banque mondiale essentiellement.
Et on a retrouvé des acteurs comme l'UNICEF qui ont également travaillé sur des études de faisabilité et qui ont financé, l'UNICEF a financé une revue des textes du cadre juridique qui existait pour voir comment est-ce que on pouvait, à partir de ceux-là, des tests existants, aller vers la CSU sans laisser de côté des paramètres assez importants. Donc, il y avait quand même un balai d'abord un peu disharmonieux de PTF, et puis avec l'expérience qu'on avait, on savait exactement de quoi on avait besoin et avec qui on faisait quoi. Voilà. Un Merci. exemple, patron, très concret, à un moment avec le PNUD, l'INAM a défini un cadre de collaboration pour la prise en charge du secteur informel, des acteurs du secteur informel. Ce n'était pas le PNUD qui finançait l'intégralité, mais le PNUD a financé un outil de collecte adapté aux revenus, au profil de cette catégorie de socio-professionnels de notre population. Merci Myriam. Donc on voit la possibilité pour un pays pour gérer les partenaires et les articuler sur le processus, je dirais, souverain. Henri, je l'ai dit tout au début, tu as aussi la casquette de la société civile. Et donc, tu as mentionné que tu as contribué comme expert individuel, mais est-ce que tu peux parler en RDC, quand tu vois ce processus de production de la CSU, en passant par la loi ou l'ordonnance loi, les décrets d'application, les expériences pilotes, comme on a aujourd'hui avec l'expérience de gratuité sur la ville de Kinshasa, est-ce que tu vois un rôle particulier pour la société civile et lequel alors? Et on arrive tout doucement en fin de webinaire, donc si tu peux répondre brièvement en deux petites minutes. Merci beaucoup, Bruno. En fait, je pense que la société civile a un grand rôle à jouer. Parce que quand vous remarquez la façon dont les choses se passent chez nous, les acteurs étatiques qui pensent qu'ils ont beaucoup plus de droits que ceux de la société civile. Quand vous êtes dans les discussions, dans les échanges, ils vous disent non, nous sommes l'État. Alors que nous sommes tous dans la même barque. Et je pense que la société civile, hormis, n'est-ce pas, d'être intégrée dans la conception même de la stratégie, dans l'élaboration de la stratégie, ainsi que de la mise en œuvre. Je pense que la société civile a un rôle à jouer en ce qui concerne les contrôles citoyens. C'est vrai que les parlements contrôlent l'action publique du gouvernement, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un contrepoids du côté de la société civile. La société civile qui vit au quotidien avec la population, qui fait partie de la population, doit assurer les contrôles citoyens, n'est-ce pas, de l'action du gouvernement et aussi du législateur, parce que c'est le Parlement qui prend les lois et consorts, qui vote et ainsi de suite. Et la société civile, étant donné, n'est pas dans la gestion, doit assurer ses rôles de contrôle citoyen. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri, et je pense que nous partageons ton analyse. Alors, je me tourne vers mes collègues, et notamment Joël, tu as suivi un peu les échanges du côté de l'audience avec des questions peut-être et des commentaires. Est-ce qu'il y a une question avec laquelle on pourrait retourner vers nos intervenants? Alors, on a eu une question sur le PTF qui a été couverte par Myriam. On a eu une question sur du rôle de la société civile qui a été couverte par Henri. Je vais relever deux questions, on en a plus. Il y en a une sur le fait, et je suis un peu provocative, que dans les interventions, on a beaucoup parlé des processus d'élaboration, d'adoption des lois et des décrets. Et certains de nos participants veulent entendre plus d'éléments sur l'application et l'impact réel. Je lance cette question à ceux de nos panélistes qui seront intéressés pour y répondre. On a aussi des questions intéressantes par rapport à la technique juridique. Il y en a une qui a trait aux directives communautaires de l'UEOMA et qui s'interroge sur le caractère contraignant. Et on a eu aussi une très bonne question qui était dirigée vers la République démocratique du Congo sur les risques que peut créer une inflation normative. Donc, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de lois, de règlements, de décrets peut créer une fragmentation du système qui va être un peu contre-productive? Donc, je vais faire une petite pause là, voir si on a des volontaires dans le panel pour parler de l'effet des lois.
N'attendez. bien sûr. Voilà, femme désolante. Merci à vous. Allez. Merci beaucoup. Par rapport à la première question, oui, j'ai vu également que c'est Madame Chidikou qui demandait la procédure. Quelle est la procédure qui a été à la base de la prise du décret concernant la fixation du panier de soins au Bénin en ce qui concerne le régime de maladie, le régime d'assurance maladie obligatoire pour les travailleurs des entreprises. Je pense qu'une fois que nous, parlementaires, nous avons voté les lois, il appartient au gouvernement de prendre les tests d'application, savoir les décrets. Et nous avons suivi ceci. Il nous arrive même, lors du vote des lois, d'exiger quelquefois au gouvernement de nous faire connaître à l'avance quels sont les projets qu'ils ont en ce qui concerne les décrets. Parce que nous, le contrôle parlementaire que nous avons, la Constitution nous donne le droit, la prérogative d'exercer sur l'action du gouvernement, cela se fait aussi sur l'adoption des décrets d'application, parce que sans les décrets d'application, la loi est inopérante. Mais c'est également la mise en application de ces décrets d'application. Et au Bénin, on a suivi un peu. Ça a mis un peu de temps après le vote de la loi en 2020, 2021, en 2021, au début de l'année 2021, pour que le décret concernant l'assurance maladie obligatoire puisse sortir. Et c'était dû essentiellement à donc, la fixation du panier de soins. Le ministère de la Santé a été interpellé à plusieurs reprises pendant les débats à l'Assemblée nationale à ce sujet. Mais c'est un processus purement technique qui appartient donc aux actuaires, aux médecins, mais aux assureurs surtout, qui permet donc de savoir quels sont les soins qui devraient entrer dans ce panier d'assurance obligatoire. Cela a été finalement fait, le décret a été pris et aujourd'hui, on est à l'étape d'application de ce décret. Et maintenant, il nous appartient à nous, parlementaires, lors de nos contrôles, de vérifier si tous ces décrets-là ont été mis en œuvre. C'est ce que je peux répondre par rapport à la question de Mme Chidikou. OK. Alors, nous avons, je pense qu'un intervenant dans l'audience du Cameroun, je pense, voudrait partager son expérience aussi. Alors, nous arrivons en fin de webinaire. Donc, Simon, est-ce que tu es prêt à prendre la parole? Est-ce qu'on peut donner la parole à Simon et nous éclairer sur la perspective du Cameroun? Affirmatif. Alors, OK, affirmatif, merci beaucoup. Donc, je suis le docteur Noudi Simon. Voilà, donc au Cameroun, je suis le chef section communication, marketing et promotion au niveau de la couverture santé universelle. Oui, je voulais partager vraiment notre expérience parce que c'est une expérience un peu différente des autres pays dans le sens où très souvent, on attend la promulgation de la loi avant de tout démarrer. Bon, alors, au Cameroun, on a initié déjà l'avant-projet de loi qui est dans le circuit gouvernemental, mais en attendant donc que cette loi soit adaptée, on a résolu sous l'impulsion de la hiérarchie de pouvoir faire un panier de soins qui vise, qui flèche les pathologies, notamment de la mère et de l'enfant, et avec une flèche particulière sur le paludisme qui est la première cause de morbimortalité chez les 0,5 ans, pour pouvoir rendre les consultations gratuites déjà chez les enfants de 0 à 5 ans et le traitement, que ce soit du palud simple ou grave, gratuit, et également la dialyse. Au Cameroun, on a plus de 1230 personnes sous dialyse. On a ramené les frais de session de dialyse de 520 000 l'année à 15 000 francs l'année. Voilà, donc, y compris les femmes enceintes où elles payent juste 6 000 francs pour avoir droit aux consultations prénatales, bilan prénataux, accouchement, même s'il y a nécessité de césarienne, et les ARV qu'on donne aux personnes qui ont le VIH et le reste pour les personnes qui ont la tuberculose. Donc, ce panier de soins-là a déjà est implémenté depuis le 12 avril 2023 avec un mécanisme d'enrôlement pour que lorsque maintenant la loi sera promulguée, le mécanisme sera déjà suffisamment bien huilé, étant entendu qu'on aura tiré déjà le retour d'expérience de l'implémentation de la CSU phase 1, comme on l'appelle, et pour pouvoir donc
avec la loi qui va donner, donc, comme je suivais l'intervenant du Togo, justement, qui donne les latitudes de faire des prélèvements dans ceux du formel, etc. Donc, je voulais vraiment partager un peu, dans ce feedback pour le Cameroun, où on est allé sur une base, où on a commencé déjà à huiler le mécanisme sans promulgation directe de la loi. Et cette phase est financée par l'État et les partenaires et certains partenaires techniques et financiers. Donc voilà un peu succinctement le feedback que je voulais partager. Merci Simon. Et tu soulèves la question, bien sûr, de comment on fait une bonne loi. Et la façon de faire une bonne loi, c'est souvent de l'informer par de l'expérience au niveau du pays. Et ça, du côté de l'OMS, je ne vous le cacherai pas, nous sommes parfois inquiets. Nous notons des pays qui veulent faire une loi sur quelque chose de totalement nouveau, comme par exemple une assurance maladie obligatoire, avec très peu d'expérience au niveau du pays. Et il y a un risque alors, bien sûr, de faire une loi, comme disait Joël, qui est très cohérente sur le papier, mais qui n'est pas en phase avec la réalité du pays. Et donc, je pense que les expériences pilotes, que ce soit menées, comme tu le dis, par voie réglementaire nationale ou, par exemple, avec les partenaires techniques et financiers, Myriam n'a pas mentionné là cette option, mais moi, je crois beaucoup que les partenaires peuvent aider au niveau des projets pilotes. Et on va tout de suite écouter Driss qui fera la synthèse, mais la Banque mondiale est un acteur important dans ces expériences pilotes en matière de financement de la santé. C'est parfois important c'est souvent ou c'est peut-être toujours important d'avoir eu ces expériences pilotes avant de se lancer dans des expériences qui seront nationales, puisqu'une loi, bien sûr, couvre l'ensemble du pays et il n'y a plus vraiment de marche arrière possible. Donc, tout l'apprentissage de l'expérience pilote est précieux. Alors, Driss, voilà, je pense que tu as écouté très attentivement cette intervention. Alors, je t'ai présenté aussi comme expert directeur du côté de la Banque mondiale, mais je sais aussi que tu as travaillé au niveau du cabinet du ministère de la Santé au Maroc, à un moment où vous avez fait aussi de la grosse production législative et du financement de la CSU. Donc, peut-être que tu vas revenir sur ces points. Mais voilà, je pense que le webinaire a été fantastique. On n'a pas pu régler toutes vos questions du côté de l'audience. Myriam, j'ai vu aussi que tu avais levé la main une dernière fois, mais on doit vraiment avancer. Donc, désolé de vous frustrer. Ceux d'entre vous qui ont des problématiques et vous voulez absolument nous les poser, n'hésitez pas à me contacter ou contacter Joël sur ces enjeux. On essaiera d'y répondre au mieux. Et donc, voilà, je propose, Driss, que tu nous fasses une petite synthèse. Je vois que tu as été très actif, tu as pris beaucoup de notes. Et donc, on te laisse la parole pour ce récapitulatif. À toi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer d'être bref. OK. Juste une petite introduction, c'est de dire que le droit en tant qu'outil de la politique de santé, la législation et la réglementation sont des domaines qui sont, à mon avis, qui ont été longuement négligés. On avait l'impression qu'ils ne faisaient pas partie de la gouvernance des systèmes de santé, malheureusement. Mais durant les 2, 3 dernières décennies, nous avons observé un certain regain d'intérêt à ce niveau. Et en Afrique subsaharienne francophone, la situation est très hétérogène, mais l'intérêt pour le domaine est certainement grandissant. Nous le voyons aujourd'hui, c'est clair. Et cet intérêt est en général lié au processus politique et démocratique, comme nous l'a si bien expliqué Monsieur Natandé du Parlement béninois. Pour la production du droit, en tant que tel, je dirais que c'est, d'après les discussions et les présentations, c'est un champ de compétences. Et que la qualité est cruciale. Nous avons bien écouté la présentation de Joël et tous les intervenants ont insisté sur la qualité, sur la solidité, la clarté des textes, l'adaptation au contexte et la prise en compte de la faisabilité financière, c'est-à-dire l'espace fiscal, les capacités contributives de l'économie, à savoir les entreprises ainsi que les ménages. Et il faut aussi insister sur l'harmonie avec le cadre législatif général du pays. Donc, nous avons la leçon que nous a présentée M. Henry, sur la RDC, comme quoi il faut prendre
en compte ce cadre législatif d'une manière générale, par exemple la Constitution. Légiférer sur le financement de la santé ne doit pas faire oublier que la dimension de la prestation de soins est très importante et qu'elle doit faire partie intégrante d'une loi sur l'assurance maladie, la couverture médicale universelle ou la réglementation. La production de droits, c'est un processus complexe. On a une large liste des parties prenantes, comme tous les intervenants ont dit. L'économie politique est complexe et on a des intérêts divergents. À chaque fois, je le dis, je suis économiste, je ne suis pas juriste. Les dépenses des uns sont les ressources pour les autres et donc les intérêts sont complètement contradictoires et donc l'économie politique est difficile. Le processus doit aller vers un consensus pour adopter une loi et une réglementation. L'importance de la flexibilité et de l'adaptabilité. Nous avons bien entendu l'exemple du Togo de la part de Madame Myriam sur la progression des réformes. On passe des pilotes vers l'universalité et ça, c'est important de prendre ça en considération. L'importance de l'harmonie entre l'exécutif et le législateur. Donc ça, je crois que c'était bien dit par M. Henry, par M. Natandé et par Mme Myriam. Un processus inclusif où le rôle de la société civile est très important pour prendre en compte la voix du citoyen. Ça, c'est quelque chose de primordial à faire. Très rapidement, le cadre législatif versus la réglementation. Comme l'a si bien dit Monsieur Mamadou, la réglementation n'est pas une alternative à la loi et la complémentarité entre la loi et la réglementation est cruciale et importante. Il y a une problématique qu'il a décrite, c'est parfois les lois surviennent ex post par rapport à une situation de fait, des pratiques ou à une réglementation déjà sur place. Les réformes basées uniquement sur la réglementation ont un risque de volatilité avec le changement, par exemple, de la politique. Et donc, c'est un risque à prendre. La prédominance de la réglementation sur la loi est considérée comme un problème démocratique. On peut le discuter, mais c'était dit. Quelquefois, les contenus, on se demande est-ce qu'on doit les mettre dans une loi ou les mettre dans les textes d'application. Par exemple, la fixation des cotisations. Et alors là, c'est un dilemme entre la démocratie et la flexibilité. Par exemple, est-ce que lorsqu'on parle de prélèvement obligatoire, on discute ça dans la loi de finances. Donc, pourquoi on fait une exception par rapport à l'assurance maladie? Donc, c'est une discussion que des pays, ils ont, et moi-même, j'ai vécu ça dans mon propre pays. Enfin, quelques réflexions supplémentaires et partage d'expériences personnelles. Comme l'a dit mon ami Bruno, j'étais le directeur de cabinet du ministre de la Santé au Maroc et j'étais le directeur aussi de l'assurance maladie au Maroc et j'ai travaillé aussi avec l'OMS et la Banque mondiale. Donc, ma petite expérience, c'est qu'il faut toujours impliquer les collègues juristes très tôt dans le processus des réformes, avant même le passage vers la préparation des textes. Cela les aide à comprendre et donc à préparer de meilleurs textes législatifs et de meilleurs textes d'application. Les économistes et les juristes doivent travailler étroitement avant la préparation des textes, sinon ça marche moins bien. Et le cadre législatif et réglementaire est une fonction importante de la gouvernance des systèmes de santé, ne pas le considérer comme hors système. Et donc, il est très important que le ministère de la Santé se dote des compétences nécessaires en droit. C'est vraiment important. Voilà le dernier message que j'adresse et j'espère que j'étais un petit peu fidèle à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est excellent. Ça nous a permis de bien retenir tous les messages importants qui ont émergé de ce fantastique panel.
Donc, voilà, nous sommes du côté d'ici à Genève, nous sommes très contents de ce panel, de ce webinaire. Je pense que nous avons tous appris énormément. La vérité, c'est que nous avons beaucoup préparé ce webinaire en interagissant avec les intervenants et donc nous avons pu clarifier nous-mêmes notre propre réflexion. On reste avec, je pense, le constat qu'on avait déjà dressé après le premier webinaire de décembre, Joël, hein, c'est qu'il fallait désinvisibiliser le droit en matière de financement de la santé. Et c'est vrai, comme tu viens de le dire, Driss, les experts du financement ont un peu snobé les juristes. Et c'est une erreur de notre part. On aurait des meilleures réformes de financement de la CSU si on travaillait main dans la main avec nos collègues juristes. Et je crois que c'était un des grands messages de ces deux webinaires. Nous sommes heureux de les avoir portés, de les avoir concrétisés. Je veux remercier les deux parlementaires qui étaient avec nous. Merci beaucoup pour vos partages d'expérience venant du Togo et du Bénin, et à nos deux contributeurs juristes aussi, qui montrent combien on peut apprendre de cette communauté. Alors, je pense qu'on va en rester là. On a atteint nos objectifs. Je veux remercier l'audience. Vous étiez très nombreux à nouveau à nous avoir rejoints. Et juste vous informer donc que nous continuons bien sûr cette série de webinaires dans les prochains mois, en partenariat toujours avec le GFF de la Banque mondiale. Nous sommes fiers de cette activité. Merci à vous tous, merci à l'audience, merci à toute l'équipe de soutien, merci à Valérie, merci à IPU pour tout ce travail préparatoire et à nos intervenants. Donc je pense que nous avons défriché un terrain, nous allons essayer de le labourer, de l'exploiter au mieux et nous reviendrons vers vous avec, nous espérons, un contenu encore plus riche. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à bientôt, nous espérons.